Et coucou, bonjour tout le monde. Et bien aujourd'hui donc nouvelle vidéo concernant la GEMAPI. En effet, là je me rends à la réunion qui est organisée par le syndicat mixte de la Rivière-Drôme, de la Rivière-Drôme, ainsi que la ville de Die. Et cette réunion va nous permettre d'évoquer le sujet des travaux on va dire de réflexion, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas c'est pas évident, de reconfiguration, on va dire plutôt, voilà, du lit de la Drôme au niveau du pont rompu, ainsi que des travaux au niveau du seuil à la confluence donc du Méros et de la Drôme, où là donc il est prévu la destruction d'un ouvrage qui est constitué là, depuis plusieurs années, ainsi que de la passerelle. Donc ils veulent revoir tout ça. Donc on va en discuter. Est-ce qu'il faut une continuité écologique à tout prix au risque de tout casser là? J'ai une amie, la Sophie, qui vient de m'envoyer des liens où il re-questionne justement la notion de transformation des ouvrages dans le cadre de la continuité écologique, où justement on s'aperçoit que des ouvrages qui ont maintenant parfois un siècle, eh bien participent à un écosystème, et le détruire pour tenter d'en instaurer un autre qui serait plus vertueux n'est pas toujours évident. Voilà, donc ça questionne pas mal. Là, dans un premier temps, j'ai une première réunion avec un groupe de citoyennes, où justement, on va re-questionner un petit peu le sujet. Et puis, il y avait l'autre jour, la dernière réunion, il y avait donc une petite suggestion qui était faite, mais qui n'est pas négligeable, à savoir que le SMRD s'engage à faire les travaux et que la ville de Die, pour l'instant, est engagée, on va dire dans le concept, dans l'idée, à faire une passerelle pour maintenir, en plus de la continuité écologique, mais maintenir aussi la continuité des chemins que les habitants de Die affectionnent particulièrement le long de la Drôme. Voilà, donc restructuration du lit de la Drôme au niveau du pont rompu, destruction, passerelle, ressaut, etc. au niveau du Méros Drôme, donc à la confluence, avec possibilité de pouvoir construire une passerelle pour maintenir la continuité du chemin. Voilà, donc c'est très touffu toute cette histoire. On va à une réunion ensuite publique, donc le syndicat mixte de la Rivière-Drôme nous invite donc ce jeudi 3 septembre 2020 à 18h donc à la salle polyvalente de Die pour qu'il y ait une présentation publique du projet. Et ensuite à 19h, en espérant que le timing puisse se tenir, et nous sommes ensuite conviés à aller sur place pour nous rendre compte des travaux qui sont prévus. Voilà, travaux qui sont prévus pour ce mois de septembre là. Donc on y est, on est le 3 septembre. Ça veut dire que ce soir il peut se jouer beaucoup de choses, soit l'arrêt total des travaux avec une nouvelle concertation, une rediscussion pour vérifier que l'ensemble des pistes ont bien été prises en compte pour prendre la décision. Voilà, donc c'est une réunion qui, je pense, va nous permettre d'y voir plus clair, et puis qui, j'espère, permettra de trouver un accord pour la gestion de ce bien commun. Parce que je rappelle, donc Coucou Service, nous on est impliqués dans cette histoire parce que nos objectifs, c'est de travailler sur la notion des biens communs, et l'eau est le bien commun de l'humanité. Voilà, donc il est important que les usagers de l'eau puissent s'emparer des choses de l'eau et en discuter avec les gens qui sont en charge d'agir, les techniciens ainsi que les élus, pour définir les politiques, soit parce que c'est une politique de proximité qu'ils veulent mettre en œuvre, soit parce que tout simplement ils doivent répondre à des obligations. Et là, en l'occurrence, la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et l'autre loi sur l'eau qui parle justement de la continuité écologique. Voilà, allez, j'en dis pas plus. Je vous dis à tout de suite. Là, je vais retrouver un groupe de citoyennes. Je ne pense pas pouvoir filmer parce que dans un premier temps, il est important que chacun puisse s'exprimer tranquillement sans avoir la pression de quelque objectif que ce soit. Et puis après, je verrai si je peux filmer la réunion. Venus aussi nombreux, ça fait plaisir. Même si on est masqué, on se voit quand même un petit peu. Ça fait un drôle d'effet quand même de parler devant des gens masqués. Donc on est ici ce soir pour une information concernant la rivière Drôme. Et de ce fait, nous accueillons Monsieur Gérard Crozier, qui est président du SNRD,
Monsieur Pascal Gaudin, qui est vice-président à la communauté de communes, Madame Charmet, Monsieur Fabrice Gonnet et Monsieur Olivier Delacoff. Merci à tous d'être venus. Je pense que cette réunion était nécessaire du fait de ce qui s'est passé au mois de mars l'année dernière. Et je pense que nous allons renouveler ce genre d'expérience pour vous faire participer à ce qui se passe sur notre commune, et notamment avec cette rivière qui est quand même un bien commun et qu'on a envie de protéger, et que je sais que vous êtes nombreux à vouloir comprendre comment et pourquoi il y a ce genre de travaux. Je vais laisser la parole à M. Crozier qui va vous expliquer tout ça. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence. Vous êtes nombreuses et nombreux. Donc, comme je disais à mon collègue, M. Rodin, on va se jeter à l'eau. On parlait de la rivière, voilà, le raccourci est facile. Je voulais tout d'abord saluer et remercier ma collègue maire de Die, Mme Ligoire, qui est présente dans la salle. Donc, merci de nous mettre à disposition cette salle. Oui, puisque j'ai le plaisir et la chance d'être président du syndicat de la Rivière-Rhône, mais j'ai aussi le plaisir d'être le maire d'une commune qui est plus bas dans la vallée, la commune d'Alex. Et puis, jusqu'à encore les jours qui vont venir, je suis président de la commission locale de l'eau. Donc, vous comprendrez que beaucoup des interrogations et des investissements vont au sujet de la rivière. Donc, merci à la communauté. Salut aussi, mais ça a été dit par Mme Guillaume, donc je salue Mme Guillaume, je salue mon collègue élu, M. Bounet, et puis je salue Martine Charmet, qui est vice-présidente aussi de la structure du syndicalisme de la Rivière-Rhône. Voilà. Voilà, donc je vais prendre le micro. Il marche. Voilà, super. Un petit rappel pour présenter, mais de façon rapide, parce que je crois que le but de ce soir, c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet et de vos préoccupations. Un petit rappel sur le fait qu'il y a eu un transfert de compétences, la compétence GEMAPI. GEMAPI, c'est surtout la gestion des milieux aquatiques, mais ce qui est important, c'est le pays, c'est la prévention au niveau contre les inondations. Donc ça, c'est un challenge qui est à relever, puisque le législateur a fait de façon à ce que la compétence inondation soit transférée aux intercommunalités, mais que les intercommunalités, si elles le souhaitaient et le désiraient, pouvaient transmettre cette compétence à un syndicat qui est un syndicat de rivière. Donc les trois communautés de communes qui sont la communauté de communes du Val-de-Drôme, la 3CPS et la communauté de communes du Diois, du fait qu'il y avait un syndicat qui avait des compétences et qui travaillait déjà sur la rivière, ont fait le choix de se dire qu'il était intéressant qu'on ait une vision entière, globale de tout le bassin versant de la Drôme et de ses affluents. Donc ça, je pense que déjà, on peut s'en féliciter, parce qu'il n'est jamais simple de mettre tout en commun et de se dire on va travailler ensemble. Et ça a été un élément très fédérateur sur notre vallée. Cette compétence GEMAPI, bien évidemment, nous oblige dans le cadre de la loi, il faudra mettre les choses en place. Nous sommes aujourd'hui, par rapport à GEMAPI, dans le cadre des études, dans le cadre du diagnostic et du constat, pour pouvoir décider ensemble, parce qu'aujourd'hui, la protection contre les inondations va se décider avec les communautés de communes et les communes. C'est-à-dire que c'est nous qui allons devoir gérer à quelle hauteur, comment on protège, est-ce qu'il est utile de protéger, parce qu'il y avait évidemment toujours des questions à se poser, parce que vous avez tous, je pense, compris qu'en termes d'inondation, les digues qui existent, tout sera fait pour bien évidemment les renforcer, mais créer de nouvelles digues, ce n'est pas dans le projet de loi du législateur, ce n'est pas dans la vision du législateur, et puis surtout, ce sont des millions d'euros qu'il faudrait si on voulait protéger notre belle rivière Drôme par des digues. Voilà, donc cette confiance a été donnée au SMRD.
Mais il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on intervient. C'est ce qu'on appelle le contrat monothématique que l'on a signé avec l'agence de l'eau, au sujet de l'entretien, au sujet de plein d'actions qui sont faites pour améliorer notre belle rivière. Et aujourd'hui, on est à Die, donc on peut vous dire qu'on a plein d'actions qui sont bien évidemment menées sur votre territoire. Donc ce travail qui est fait en partenariat avec la commune de Die, il y a le chantier du seuil Saint-Marcel qui est inscrit au contrat monothématique et accompagné par le SMRD. Donc quand on dit que c'est inscrit au contrat monothématique, ça veut dire qu'il y a des subventions qui nous aident à nous mettre en conformité avec la loi, et ça c'est une bonne chose. Ce contrat monothématique a été signé en 2018. Il y a aussi un nouveau chantier de continuité écologique avec les deux seuils à la confluence, Méros-Drôme, et puis il y a bien évidemment tous les entretiens que l'on fait de la végétation et des atterrissements sur l'ensemble de la Drôme et de ses affluents. Et au niveau de l'entretien, nous avons un plan pluriannuel qui est bien évidemment élaboré et qui nous permet d'intervenir si on le peut au plus juste. Voilà. Alors je ne vous cacherai pas que ces dossiers sont très complexes, puisqu'on travaille avec les autorisations de la loi sur l'eau, puisqu'aujourd'hui, dès qu'on travaille sur une rivière, on est obligé, bien évidemment, de le faire dans le sens de la loi qui est écrite. Et on travaille en partenariat avec la DDT et avec l'OFB, qu'on appelait avant la police de l'eau. Voilà. Donc, notre venue ce soir, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que le 4 mars, il y a eu un démarrage de travaux et on s'est aperçu qu'on n'avait pas été très bon au niveau de la communication. Donc, comme la communication c'est important, notamment pour pouvoir vous expliquer pourquoi on intervient sur des lieux que vous aimez et qui vous sont chers. Voilà. Donc, quand il y a eu ces soucis, j'ai de suite demandé au service du SMRD d'arrêter, parce que le but n'est pas de passer en force pour faire des travaux, c'est pas du tout la politique, excusez-moi le terme, de la maison du SMRD et des élus que nous sommes, et de remettre en état pour attendre justement que l'on puisse se rencontrer ce soir, pour pouvoir vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on intervient sur ce secteur de la Drôme. Voilà. Donc, moi, mes propos sont un petit peu généralistes. C'était pour vous expliquer le pourquoi, et puis aussi pour me présenter par correction par rapport à votre présence. Maintenant, je vais passer la parole à M. Baudin, et puis après, Mme Guénaud reprendra le fil, et bien évidemment, Mme le maire de Die est tout à fait, pour essayer de s'exprimer, la bienvenue. Voilà. Merci de votre écoute. Bonsoir à tous. Moi, je ne vais pas être très long puisque je découvre un peu le travail, puisque j'ai été élu vice-président de la communauté de communes du Diois au mois de juillet. Donc, mois de juillet, c'était fin juillet, ça a été rapide. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la communauté du Diois, on est 6 délégués qui siègent au SMRD. Donc, effectivement, on découvre tous un peu les choses, puisque il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles, pour ne pas dire toutes les personnes sont nouvelles. Donc l'intérêt pour nous, ça sera effectivement de travailler en maximum de transparence avec les habitants des secteurs de travaux concernés, de façon effectivement à ce que les choses se passent le mieux possible et dans l'intérêt de tous. Voilà. Voilà, donc Madame Guénaud, ce que M. Baudin vient de nous dire est très important. C'est-à-dire que le travail qui est effectué est un travail de partenariat, mais de partenariat important, d'échange entre les intercos, les communes et le syndicat. Merci. Isabelle, tu voudrais dire un petit mot? Je vais remercier
remercier Nathalie Guénaud qui s'est chargée d'organiser, donc en lien avec le SMRD, cette réunion ce soir, cette réunion publique. C'est elle donc qui en a pris l'initiative, bien sûr avec notre accord à tous à la commune de Die, et qui l'a organisée. Merci d'être venu jusqu'à nous et j'espère que cette rencontre sera fructueuse. Donc ce soir là dans la salle, il y a pas mal d'élus, alors de nouveaux élus avec Isabelle. Il y a Françoise, tu veux bien te présenter? Françoise Tesseron, élue à l'alimentation, biodiversité et déplacement. Il y a Marion, donc, qui est plus sur le domaine social, santé, mais qui est comme élue. Et Marion, voilà, ça vous permet aussi de connaître un peu les gens, parce que c'est pas toujours évident d'aller voir ces élus. Il y a Christine Orange sur la sobriété énergétique, Éric Sicard sur le PLUI, logement social, Valérie Duretail, qui j'oublie, André Girard, Philippe Duret, pardon, Philippe, et Jean-Luc Dupeigne. Voilà, donc ça fait. Vous avez beaucoup d'interlocuteurs, n'hésitez pas à les interpeller sur des sujets qui vous donnent envie. Et il y a aussi Marilène et Gilbert qui sont là ce soir. Merci d'être venus. Moi, juste, je vais vous. Il y a aussi José. Et où José, pardon José, je ne vois pas avec les masques, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Déjà la pénombre à cause de la lumière, mais en plus les masques, je suis désolée. J'ai oublié personne. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Fabrice, c'est toi qui commence. Ouais. Fabrice va vous présenter le seuil Méros. Donc ce que je vous invite à écouter, et après je vous invite à, voilà, si vous avez des questions, des questionnements, des choses à dire, de l'interroger. Donc on va faire 15 minutes de présentation, 15 minutes d'échange, et après avec Olivier Délacor, on fera la même pour ce qui se passe au Pont Rompu et pourquoi c'est fait. Et monsieur, c'est avec vous. D'accord. Et je laisse la parole à Fabrice. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous m'entendez? Ceux qui sont assis, non. Je vais passer l'autre. On va parler avec un masque, c'est pas possible. Oui, on va faire une présentation de ces opérations, de ces travaux imminents là, qui doivent démarrer incessamment. En binôme, oui, donc moi, Fabrice Gonnet, donc, je suis chargé de mission au syndicat mixte de la Rivière-Drôme, donc chargé de tout ce qui est opération, continuité écologique, biodiversité, zone humide, etc. Bon, il y a plein de thématiques. Et donc, mon partenaire, là, aujourd'hui, c'est M. Lehmann, donc, du bureau d'études, le bureau d'études Grédo, qui nous a fait la conception du projet qu'on va présenter. Voilà, donc je vais faire l'introduction, et puis dès qu'on sera sur des choses très techniques, schémas, etc., je passerai la parole à M. Lehmann. Alors, la continuité écologique, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est un concept qui est assez moderne. On y travaille dessus depuis, effectivement, depuis 2014. C'est un concept qui est issu des lois Grenelle 1 et 2, mais quand est transposé dans la loi et dans le code de l'environnement à partir de 2014. En 2014, je travaille sur le sujet, et c'est un vaste sujet donc c'est un programme qui est national. Donc la continuité écologique, ça concerne toute la France métropolitaine, mais aussi le département d'Outre-mer, où on doit restaurer des cours d'eau où historiquement, anciennement, il y avait des seuils, des prises d'eau, soit agricoles, soit pour des anciens moulins, ou transformées pour certains, notamment dans le Diois, sur des microcentrales hydroélectriques. Donc il y a plein d'ouvrages, de petits ouvrages qui sont des ouvrages latéraux dans les cours d'eau. Il y a eu un inventaire qu'on appelle le ROE, je vous dirai après, donc c'est un référentiel de sac à l'écoulement, qui a identifié donc, tous ces seuils, et il y en a une multitude partout, mais ceux qui sont priorisés, où il faut intervenir vraiment le plus rapidement possible. Donc c'est un programme contractuel, hein, c'est-à-dire qu'il y a une date de début et une date de fin, avec des financements à l'appui, où ces ouvrages sont soit du domaine privé, soit du domaine public via communes, départements,
il peut y avoir tout type de propriétaires. Et on a institué ce qu'on appelle des listes 1 et liste 2. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que les listes 1 et liste 2, c'est du réglementaire pur. Mais là, la MEROS, aujourd'hui, elle est classée en liste 2, donc c'est-à-dire c'est tous les ouvrages existants, ceux qui ont été priorisés doivent être mis en conformité par rapport à la restauration de la continuité. Donc j'en viens effectivement à la définition de la continuité. C'est en gros, c'est permettre aux espèces de pouvoir monter et descendre en amont et en aval sur les cours d'eau. Donc les cours d'eau, on parle de corridors aquatiques, corridors écologiques. Donc moi, les rivières, c'est des corridors aquatiques. Donc les poissons, mais aussi d'autres espèces qui sont présentes dans les cours d'eau, peuvent pouvoir circuler librement sur ces cours d'eau et pouvoir faire leur cycle, donc c'est-à-dire cycle de reproduction, trouver les zones d'alimentation, des zones de repos, etc. Donc ça, c'est par rapport à la biodiversité, et aussi permettre le transport sédimentaire, c'est-à-dire qu'une rivière, c'est pas juste de l'eau, c'est pas juste de l'hydraulique qui descend sur une pente, c'est aussi une charge solide, et cette charge solide, elle participe fortement à constituer le fond des lits des rivières. Donc vous connaissez bien le sujet ici, avec la Drôme. Donc la Drôme est une rivière qui transporte énormément de matériaux. Voilà, donc j'ai essayé de synthétiser. Donc, pour revenir au sujet, donc on va travailler sur 2 ouvrages qui ont été priorisés sur le bas de la Méros, donc proche du confluent avec la Drôme. Donc il s'agit, on leur donne des numéros parce que c'est beaucoup plus facile pour les identifier. Donc vous avez les 2 numéros des ouvrages qui sont concernés. Dans le premier, qui est à proximité de la voie SNCF, qui est juste en amont de la voie SNCF Livron-Gap, qui est un seuil qui est à l'abandon. On n'a pas trouvé de propriétaire. On ne sait pas quel usage exactement il avait. On sait qu'aujourd'hui, ce seuil il participe à quel est le profil en amont de la rivière. Donc c'est ce qui est compliqué. C'est parce qu'aujourd'hui, on a des rivières, et la Méros est bien concernée par ça, c'est qu'on a des rivières en escalier, des rivières en palier. Et ça, c'est vraiment très problématique. Et donc la continuité doit répondre à ça, à essayer de retrouver des profils, entre guillemets, plus naturels. Et puis le deuxième ouvrage, c'est ce pont cadre, donc constitué de dallos béton. Souvent, c'est des solutions économiques. C'est pour ça qu'on a ces ouvrages qui sont finalement mal adaptés. Ils sont mal adaptés non seulement sur le plan hydraulique, mais encore plus sur le plan montaison et dévalaison des poissons. Donc ces 2 ouvrages, c'est ceux-là qu'on va traiter dans les opérations qu'on souhaite faire cet automne. Donc les travaux à réaliser sur ces 2 ouvrages. Les 4 points essentiels à retenir, c'est l'effacement du pont cadre proche du confluent, suppression des dallos, implantation, donc le pont cadre, quand il sera supprimé, il y aura une falle qui sera implantée, qui reprendra la fonction initiale, c'est-à-dire d'avoir une circulation pétionnaire le long des berges. Bien sûr, le maintien du fond en relation avec la rivière Drôme, parce qu'il faut que le profil d'équilibre soit à peu près égal entre celui de la Drôme et celui de la Méros. Sinon, il y a des ragissements qui se font naturellement, c'est ce qui provoque effectivement des phénomènes d'incision. Donc on va supprimer ces phénomènes d'incision. L'arasement du seuil qui est à l'abandon, donc qui est un peu plus loin, qui est juste derrière cette conduite aérienne que vous avez vue sur la photo, et cette conduite aérienne désorisée. Malheureusement, ça, on ne pourra pas le traiter. Ça ne sera pas traité dans la continuité, ça sera peut-être l'objet d'un autre programme. Ça faudra voir avec le service de l'État et l'agence de l'eau, voir comment on peut, parce que cette conduite aérienne, elle pose un problème un jour ou l'autre. Le rattrapage du profil d'équilibre en amont avec les enjeux locaux. Donc conduite et murule, parce qu'effectivement, le profil de la Méros dans la traversée de Die n'est plus du tout un profil naturel, donc il est contraint par des tas d'ouvrages, notamment par des murs. Donc il faudra effectivement aussi compenser tous ces phénomènes d'incision, non seulement sur le profil en long, mais aussi parfois sur la largeur du cours d'eau. Alors, les intervenants, donc les entreprises, elles ont été retenues par le SMRD, parce que c'est le SMRD qui est maître d'ouvrage des opérations. C'est nous qui avons la compétence, nous sommes maître d'ouvrage de toutes les opérations. Nous intervenons soit sur du domaine public, soit sur du domaine privé. Donc, par exemple, pour le lit de la Drôme, c'est du domaine public. Le lit de la Drôme appartient à l'État, c'est-à-dire qu'on est sur un lit domanial, sur un très long linéaire jusqu'au confluent avec le Bèze. Par contre, les affluents, et notamment la Méros, on est sur du non domanial. Donc, c'est-à-dire que les berges sont privées. Il peut y avoir un privé, soit vraiment c'est un propriétaire privé, soit ça peut être aussi du domaine privé de la commune. Mais là, dans ce cas-là, on est vraiment sur du domaine privé. Donc, 2 entreprises retenues, donc l'entreprise Lyotard qui s'occupera des travaux de continuité, et puis l'entreprise Amexbois qui viendra plus tard pour construire la passerelle.
La maîtrise d'œuvre, donc ce sera Monsieur Lehmann qui suivra les opérations dès qu'on démarrera le chantier. Voilà, je vais peut-être passer le relais à mon collègue. Bonsoir. Alors, je ne vais pas vous assommer avec des détails techniques. Dans l'ensemble, la rivière a, entre guillemets, des problèmes structurels. On va effacer ces soucis pour la continuité écologique, savoir les poissons, les flux, le bois et les cailloux. Le problème du Tinlot, c'est qu'il se bouchait souvent avec des détritus de bois et ça posait le risque que l'effet hydraulique remonte plus en amont et inonde des secteurs en amont. Il y a une espèce de remplissage de cailloux localement qui n'est pas maîtrisé, qui fait des effets de chasse ou des effets de trop-plein. Donc tout ça va être régulé pour avoir une rivière, au final, la plus naturelle possible. En gros, nous, notre objectif, c'est de faire un chantier qui ne se voit pas. Donc après les opérations, vous n'aurez pas des choses spectaculaires, vous aurez des petites chutes d'eau, vous aurez des jolis radiers en cailloux et en bois. Autre tâche à laquelle je me suis attaché et employé, c'est à réduire les coûts du chantier en réutilisant tous les matériaux qui existent sur place. Donc en fait, tous les matériaux qu'on va casser, déplacer ou mobiliser dans le chantier vont être réemployés dans le chantier. Nos seules fournitures extérieures au chantier, ce sera du bois, quelques traverses de bois de 4-5 mètres et des piquets l'équivalent de piquets de clôture à vache, des piquets d'acacia de 2 mètres de long. J'ai comme ça réussi à diviser par 3 le coût du chantier par rapport à un chantier classique où la plupart du temps c'est des enrochements et du béton. Là on est 3 fois moins cher avec cette approche. L'autre intérêt de cette approche c'est qu'elle est écologique. On n'a pas de déblai remblai, ce n'est pas des camions qui circulent avec d'un côté des enrochements et de l'autre du béton qu'on évacue. On réemploie tout et on réutilise tout. Par exemple, votre pont d'Allo là va être réemployé comme culée de fonctionnement pour la nouvelle passerelle en bois. Les cailloux qui sont sur place dans la rivière ne seront pas curés, évacués, ils seront réemployés dans un semis de piquet dans le fond. Le semis de piquet remplace par exemple avantageusement un enrochement. Alors pour les couleurs, c'est peut-être un petit peu, on va revenir à la précédente, tout ce qui est en jaune, c'est ce qui existe, et ce qui est en marron, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi en marron? Parce que c'est du bois, voilà, tout simplement. C'est la seule fourniture qu'on va avoir vraiment sur ce chantier. Le coût du chantier, on en parle ou non? Ok. En fait, bon, c'est quand même beaucoup moins cher que si on avait fait quelque chose de classique, c'est-à-dire une rampe en enrochement, comme ça s'est vu souvent, ou des échelles à poissons, qu'on appelle échelles à poissons, parce que c'est comme des bacs de lavoir successifs dans lesquels les poissons peuvent sauter. Là, ce sera une rivière naturelle avec des petits seuils comme ça en bois dans la partie amont, et puis plus bas, le semis de piquet. Donc en fait, vous n'en verrez pas grand-chose du semis de piquet, parce qu'en fait, vous verrez que dépasser des petites têtes de bois qui ressemblent à des cailloux dans le fond de la rivière. Vous permettez juste pour le coup, je ne vous parlerai pas de chiffres, mais merci pour l'explication. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que les matériaux sont réutilisés sur place. Ça, en termes environnementaux, c'est important. Après, tout à l'heure, on parlait il y a la loi, mais derrière la loi, il y a quand même des enjeux environnementaux qui sont faits pour améliorer les rivières. Et en termes de coûts, le fait aussi, parce que vous avez compris que la loi oblige de le faire, mais le fait de rentrer dans un programme soutenu par l'Agence de l'eau, soutenu par nos partenaires, fait qu'on est aussi subventionné et que ces subventions font que on aura on va faire moins appel à de la fiscalité locale ou à un privé qui aurait totalement à investir. Et ça, Fabrice, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est important aussi en termes de se dire que quand le train de subvention passe parce qu'il y a un programme qui doit être établi, nous, on s'est inscrit dans ce programme, ce qui veut dire que tous ces seuils où on va trouver des solutions, ça revient, ceci dit quand même, à moindre coût à nos collectivités du territoire ou même aux privés qui s'engagent à le faire. Je n'ai pas dit de bêtises, Fabrice? Super, merci. Oui, donc pour les privés, donc pour les riverains et pour l'ensemble de la collectivité, c'est entre guillemets non payant pour ceux qui sont immédiatement à proximité du cours d'eau. Pour
Pour l'ensemble de la collectivité, il y a un reste, mais qui est très faible. 80% sont des financements qui viennent d'ailleurs d'autres tuyaux, qui sont notamment des fonds de l'Agence de l'eau, qui appliquent une taxe pollueur-payeur et qui redistribuent cet argent vers des projets plus écologiques ou d'économie d'eau ou de fonctionnement de dépollution. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport au site ou, oui. Moi j'ai une question par rapport à la construction de la passerelle. Est-ce qu'il y a un délai qui est prévu entre la destruction du pont existant? Voilà. Forcément, il y aura un délai entre la destruction de la passerelle, enfin le dialogue qui existe, et vous aurez une coupure de votre balade pendant le temps qu'on repose la nouvelle passerelle. Vous serez obligé de faire des allers-retours au bord de la rivière, vous ne pouvez plus faire la boucle comme d'habitude. Et on ne pourra pas vous proposer un passage temporaire parce que pour des problèmes de sécurité, il n'y a pas de garde-corps, ou c'est branlant, ou c'est un chantier, donc vous aurez effectivement une coupure. On souhaite la plus courte possible aussi, mais qu'on sera aussi, nous, soumis aux conditions météo, au coup d'eau et à tous les problèmes qu'on a dans les chantiers en rivière. Oui, juste un petit rappel, parce que j'ai été trésorier de la Côte d'Ivoire à une époque. On avait eu 2 catastrophes sur la Mégros. La première catastrophe, c'était le débit réservé n'avait pas été respecté, et elle a été à sec sur 3 km, toutes les truites sont mortes. La deuxième catastrophe, c'était des travaux au pas d'Arros où les ouvriers avaient nettoyé leurs instruments et ça avait tué des kilos et des kilos de truites. Donc au niveau des travaux, il faut faire très attention dans le nettoyage. Voilà. Et en ce qui concerne le seuil, donc qui est près de l'embouchure, c'est un petit seuil. Hein. Les truites arrivent à passer sur ce petit seuil. On ne va pas discuter la capacité du poisson à passer, puisque tout le monde a vu les images de Cousteau où les truites sautent dans la gueule des ours. Les nôtres, elles sont beaucoup plus feignantes, et il y a tout un tas de codes maintenant qui a été établi, et des seuils de 50 cm qui tombent sur le béton. On estime que les truites ne peuvent pas passer. Alors, elles arrivent à passer à certains moments de conditions d'eau, d'orage. Si la Drôme est plus haute, ben, elles rentrent facile. Mais ça, c'est tous des débats qu'on a, nous, techniquement, avec les services de l'État et sur lesquels on a répondu. Donc, ça, là-dessus, on est bon. Et puis, pour ce qui est des pollutions éventuelles pendant le chantier, en fait, toute l'eau du chantier, enfin, toute l'eau de la rivière pendant le chantier se passera dans un tuyau en dehors du chantier. Donc, pas de risque de lavage d'outils intempestif. Il y aura une pêche électrique alors avant? On ramassera les poissons avant, ouais. On les remet dans la rivière à notre endroit. Alors nous, on aurait souhaité démarrer tout de suite. On n'a pas encore le calendrier exact parce qu'il nous manque un petit bout de formulaire administratif, mais incessamment. À quoi vous voulez penser exactement? Parce que la faune, c'est large. Oui. Ouais. En fait, sur le programme. Est-ce que le micro pourrait passer parce qu'on n'entend pas les personnes qui répondent? Là, on a choisi. Vous pouvez organiser le micro qui passe après les questions. C'est après la période estivale. Parce qu'on n'a pas les questions, on a des réponses posées dans le vidéo. Au 15 novembre, c'est la reproduction de la truite. Dis-le. Et après, il va pleuvoir ou il va faire froid. Donc, la créneau pour ce chantier, c'est quand il n'y a pas trop d'eau dans la rivière. Et effectivement, par rapport à toutes les reproductions de bestioles, on fait en sorte que le chantier soit le moins impactant possible. Et à la fin du chantier, la rivière aura du potentiel bien plus intéressant qu'avant le chantier. C'est un peu l'objectif. Donc en fait, même si on venait à écraser une petite bête pendant le chantier, on en aura quand même 3 ou 4 après le chantier parce qu'on aura donné plus de potentiel au milieu de se refaire une bonne santé en termes de milieu. C'est vrai que pour les individus, c'est pas drôle de se faire écraser, mais pour la bifaune, ce sera mieux. Et si je peux me permettre, en termes par rapport aux travaux, on répond aux obligations de ce que j'appelle la police de l'eau, qui nous fixe, bien évidemment, des délais qui sont contraints, justement par rapport à ces problèmes de modification, etc. Voilà. Donc, on répond aussi aux demandes environnementales qui sont faites de l'État. Monsieur, madame. Je voulais
donner comme consigne parce qu'on ne s'entend pas et donc une personne qui prend la parole plus loin, on ne peut pas l'entendre. Donc il serait bien de faire passer le micro auprès des gens qui questionnent pour pas que ça soit simplement une réponse entendue sur un bas. Non mais monsieur a proposé de poser des questions pour ceux qui le souhaitaient. Après, il n'aura pas dû peut-être, mais... Mais c'est vous qui avez proposé. J'ai une question qui concerne Désolé, le projet. Je voudrais avoir une précision. La passerelle est amovible. Oui. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui va commander son mouvement, s'il vous plaît. Alors, la passerelle est amovible, entre guillemets, c'est une passerelle qui va avoir la capacité de s'effacer pendant une crue. En très simple, c'est un ouvrage qui, si jamais une quantité d'eau qui serait bien exceptionnelle, au-delà de la centenale, venait à buter contre le tablier de la passerelle va se soulever, flotter et tourner en restant accrochée à son ancrage à gauche. Donc elle ne partira pas dans la Drôme, elle va simplement s'ouvrir comme si elle n'était pas un obstacle. Comme une écluse, oui, comme une demi-porte d'écluse. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas d'études hydrauliques très poussées à faire. Ceci dit, ce n'est pas la passerelle qui est maintenant la plus contraignante sur le site, mais ça aurait été dommage que dans 5 ans ou dans 10 ans, suite à des travaux d'amélioration, elle soit devenue contraignante. Et comment revient-elle dans son logement? Elle ne revient pas. Ça ne suffit pas de l'appeler, il faudra la démonter et la remonter. Elle est attachée à une chaîne. Okay. C'est pas un ponton. Ok, donc à ce moment-là, il y a des techniciens qui vont venir et qui vont la Voilà. On va continuer la présentation, comme ça va présenter tout ça. Fabrice, tu peux... Ah, ok, c'est prévu plus loin. Okay. Si on a des problématiques d'horaire, parce que moi je n'en ai pas, mais peut-être d'autres oui, vous avez une passerelle en fait qui sera jetée sur l'endroit. Donc la passerelle elle est plus large que le pont actuel, elle est plus haute que le pont actuel. Donc en termes de gabarit, elle est largement supérieure, 3 fois, à ce que vous avez actuellement. Simplement, on est à l'aube du changement climatique et on ne sait plus ce que c'est qu'une flux centenale. Je ne vais pas entrer dans le débat, mais peut-être dans 10 ans ou dans 50 ans, ce qu'on a appelé centenale aujourd'hui, on l'appellera cinquantenale dans 10 ans. Donc les coups d'eau, les cévenols, les choses comme ça, c'est quelque chose qui arrive. Voilà. Donc cette passerelle-là ne sera pas un obstacle puisqu'elle a la capacité de pivoter sur sa base à gauche et de s'effacer pendant la crue. Après la crue, par contre, il faut revenir la réinstaller. Mais vous n'avez pas perdu les pièces. Voilà. Elle sera un petit peu différente du pont actuel. Actuellement, le pont que vous avez, c'est la partie blanche. La passerelle sera un peu plus haute. Un peu plus haute sur le passage. Voilà. Les parties en rouge sont les parties semi-piquet qui remplacent les enrochements et qui vous économisent du budget et qui fait que le chantier est aussi plus écologique en termes de fourniture, d'impact de chantier, de trajet, de consommation de gasoil, de rejet de gaz à effet de serre, etc. Le Douglas. Oui, mais alors maintenant qu'on en a planté des millions et des millions d'hectares, il faudra bien en faire quelque chose. Oui, alors les accès, on aura besoin d'accéder probablement un petit peu pour quelques fournitures par la résidence en amont, et puis aussi de traverser l'usine, c'est l'ancienne usine de... La grillette. La cimenterie. La grillette, ça s'appelle la grillette. Ok. Ouais. Mais ça, on prendra directement contact avec les gens. En fait, on prend contact avec les propriétaires qui s'installent directement dans le chantier, en phase de convention de passage avec eux. Sur l'organisation du chantier, je disais qu'effectivement, vous avez vu que les contraintes sont très fortes. C'est-à-dire faire des travaux en zone urbaine, c'est un vrai casse-tête. Parce que c'est privé de partout, il n'y a quasiment pas d'accès, ou des fois il faut les créer parce qu'il n'y en a pas. Là, on a un tout petit peu de chance, c'est qu'on peut accéder par les bords de Drôme. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un cours d'eau non domanial, c'est-à-dire que les berges et le fond du lit est privé, jusqu'à la moitié du lit s'il y a un tiers en face. Si c'est le même propriétaire des 2 berges, parfois ça arrive. Donc en termes d'organisation, on est obligé de se creuser la tête pour savoir par où va amener des pelles mécaniques, des grues, des camions, sortir ce qu'il faut casser, parce qu'il faut d'abord casser l'existant, le sortir, on va pas tout sortir parce qu'on va regarder votre partie pour faire les culées de la future passerelle. Mais bon, c'est très complexe. Et pour cela, donc, on est obligé de prendre contact avec les propriétaires vraiment au droit
du chantier et passer des conventions avec eux. Donc, je dois dire au bon vouloir des propriétaires, parce qu'on n'a pas d'outils juridiques réglementaires très très clairs dans la loi sur l'eau pour faire ça. C'est qu'on a des outils très clairs par rapport à ce qu'on a fait en termes d'objectifs, en termes de restauration, continuité, milieu. Ça, c'est très très clair avec la police de l'eau, avec l'OFB. L'OFB, ça veut dire l'Office français de la biodiversité. C'est le super organisme de l'environnement aujourd'hui en France. On a tout rassemblé, les services de l'État qui s'occupent de la biodiversité et de l'environnement en général. On a fait plus qu'un, maintenant c'est l'OFB. Donc l'OFB supervise tout ça. Mais par contre, sur le plan foncier, en France, c'est toujours très très complexe et très compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'outil idéal pour aborder le sujet du foncier. Donc je suis obligé de passer des conventions de passage, donc au bon vouloir des propriétaires, pour pouvoir faire nos travaux. Et je peux dire que c'est pas simple parce que pour convaincre, je le conçois, convaincre les propriétaires de dire qu'on a besoin d'accéder à la rivière, qu'on a besoin de faire des travaux, parce que en plus ces travaux-là sont réglementaires, c'est une obligation. Eh bien, il faut composer, et puis qu'il faut que les propriétaires, et c'est ce que je simplifie par le bon vouloir, et souvent c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans la négociation avec les propriétaires riverains pour pouvoir faire ces travaux-là. Alors, c'est vrai que c'est la collectivité qui se substitue, parce que quand on regarde le code de l'environnement, si on est sur des cours d'eau non domaniaux, les berges sont privées, sur le plan juridique, c'est un peu litigieux, parce que normalement, c'est les propriétaires qui sont censés mettre la main à la poche aussi. Donc là, c'est la collectivité qui prend tout en charge. Mais malgré cela, ça reste encore complexe en termes de montage administratif, de convention, et après des dossiers techniques au niveau de la loi sur l'eau, puisque tous les dossiers se font dans le cadre de la loi sur l'eau, et c'est de plus en plus complexe avec la DDT et l'OFB pour y arriver. Voilà. En tout cas, en termes de programmation, on espère faire ces travaux-là sous une trentaine de jours, si la météo le permet, et puis dès qu'on on aura le feu vert pour démarrer, et suite à la présentation, on a fait ce soir. Voilà. On a essayé d'être synthétique sur un dossier qui, vous avez vu, il y a beaucoup de choses, c'est très technique, et le concept de continuité, c'est pas évident, il faut du temps pour intégrer ça, je le comprends parfaitement. Voilà, M. Lehmann a essayé, avec ses mots, d'apporter des éléments de réponse à vos questions, et maintenant on va rester là, et si vous avez d'autres questions sur le sujet, on va essayer d'y répondre. Et je pense que, si je peux me permettre, comme là ça a pris un peu de retard, ce qui serait bien, c'est que les gens qui sont intéressés par cette interaction, je sais que vous êtes intéressés par tout le monde est passionné, et surtout nos techniciens, mais d'aller sur site et de voir avec ces messieurs, et il me semble que tout le groupe en deux, parce que le temps avance, et je pense que ça serait bien que l'idée puisse présenter sa partie sur le pont rompu, et qu'après, sur site, vous puissiez vraiment répondre à... C'est ce qui est prévu, voilà, effectivement. Suite à la réunion, on fera deux groupes. Il y aura le groupe qui est intéressé par les travaux de continuité, donc ils viendront avec moi. On ira au pont de la Griotte pour pouvoir descendre après jusqu'au futur lieu de chantier. Et puis ceux qui sont plus intéressés par les travaux d'entretien de berge iront avec Olivier. Sophie, moi j'ai une question quand même stratégique importante qui n'est pas l'objet de ce chantier, mais qui est en lien avec la carte des seuils là. C'est le barrage qui est au fond d'eau, qui donne la prise d'eau pour tous les canaux d'irrigation des jardins et des turbines hydroélectriques aussi des moulins. Est-ce que le sort de ce barrage il est fixé? Est-ce qu'il va y avoir des débats Alors les débats ont déjà eu lieu. C'est un point, voilà, en 2 minutes. Alors le barrage des fonds d'eau, effectivement, a fait beaucoup les d'encre et fait toujours beaucoup les d'eau encore. Il n'a pas été retenu par les services de l'État parce que vous avez vu l'ampleur de l'ouvrage. C'est-à-dire que pour effacer un ouvrage comme ça, aujourd'hui, c'est titanesque. Et ça serait des sommes d'argent colossales pour attraper un profil aussi important. C'est-à-dire qu'on a un ouvrage qui a près de 5 mètres de haut, une prise d'eau à 5 mètres de haut. Donc, effectivement, vous avez vu qu'effectivement, la mérosse en amont du barrage des fonds d'eau et en aval, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que la mérosse en amont du barrage des fonds d'eau, elle est encore un caractère, on va dire, même si elle est anthropisée, mais elle a un caractère beaucoup plus naturel. Par contre, dès que vous êtes à l'aval des fonds d'eau, la mérosse n'est plus du tout naturelle. Le phénomène d'acision est tellement important, on n'a plus de matériaux. Vous avez vu qu'on est sur la roche-mère directement au barrage, et c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que, en fait, comment on fait pour faire descendre des matériaux, pour constituer, je disais, le matériau de la rivière, il faut un lit de cailloux pour prendre la rivière. Et donc c'est pour ça que pour l'instant,
des ouvrages qui étaient priorisés sur la Méros, le fonds d'eau n'a pas été retenu parce que techniquement c'est compliqué et ça coûterait beaucoup d'argent pour trouver des solutions. Alors, la solution technique, on en trouve toujours, et pour pouvoir les financer. Par contre, effectivement, le Val-la-Roche, lui, il est soumis à la réglementation, hein, donc la microcentrale du Val-la-Roche est soumise à la réglementation, donc il doit faire un dispositif, je crois que c'est que la dévalisation qui est demandée au Val-la-Roche. Celui qui est au-dessus, il y en a un qui est sur le rail, ça y est, on a répondu, hein, c'est-à-dire que l'ouvrage a été effacé, donc c'est une microcentrale qui est maintenant quasiment aux sources du rail. Et là, actuellement, donc, il reste ces deux ouvrages ici au confluent pour pouvoir assurer le corridor. Mais effectivement, il reste toujours la question du fond d'eau, mais on ne les reprendra pas ni aujourd'hui, ni dans les mois, ni dans les années à venir, je pense. Peut-être dans un futur programme. À voir. Olivier, tu peux commencer? Bon, alors voilà, je viens de sortir de la réunion, on va sur le terrain maintenant. Donc il y avait pas mal de monde, j'ai fait une captation complète, donc je vous retrouve sur le terrain. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah bah oui, c'est très simple, il suffit de cliquer, il suffit d'aimer la vie, de diffuser sur les réseaux, et puis surtout de faire coucou à son tour. Alors à très bientôt, au plaisir. Coucou. Ouais, mais j'essaie de faire des trucs.